D'accord. Mhm. Moi, je suis le docteur Yumbi Kamdem Lorient, donc je suis camerounais. Je suis en spécialisation en psychiatrie, en faisant par ailleurs d'autres formations en thérapie familiale, addictologie. Voilà, donc c'est un immense privilège pour moi de passer cette journée avec vous. Donc, je suis vraiment très honoré d'échanger avec vous sur ce sujet qu'est la schizophrénie. Donc, à travers le thème schizophrénie, approche médicale et perspective. Donc, moi, je suis actuellement à la clinique Moussa Diop, donc au au Centre hospitalier universitaire de Fannes. Voilà. Donc, permettez-moi de vous présenter le plan. Donc, on va suivre ce plan, juste des généralités. Ensuite, on va parler de ce que c'est que l'approche médicale. Comment est-ce on définit, on caractérise en fait la schizophrénie sur le plan médical. Oui, et ensuite les perspectives qui vont nous permettre de nous projeter en fait. Et enfin, on va finir par une conclusion. Mhm. Donc, déjà, en guise de généralité, oui, disons que la schizophrénie vient du mot Schizen, qui signifie diviser, scisser, couper. Voilà, Ephraim, qui signifie cerveau. Donc, c'est pour dire en fait que dans la schizophrénie, il y a une rupture de la cohésion mentale non, de l'individu. Et donc, l'OMS va, dans le même sens, définir la schizophrénie comme un trouble mental qui se caractérise par une distorsion notable de la perception et des altérations du comportement. Les symptômes sont généralement des idées délirantes, des hallucinations, des troubles du comportement, des troubles de la pensée et parfois même une agitation extrême. Voilà. Donc, c'est une maladie que sans doute vous avez côtoyée en voyant des patients parfois qui errent dans les rues. Alors, on va décrire, sur le plan clinique, on va décrire ça par la suite. Donc, quand on parle d'approche, le dictionnaire Robert dit l'approche, c'est la manière d'aborder un sujet. Nous, ici, on va parler de l'approche médicale. OK. Donc, l'approche conventionnelle sur le plan médical. Donc, de ce fait, on va donc dire que la médecine conventionnelle, justement, c'est la médecine qui est enseignée à tous les étudiants en médecine, qui repose sur des bases physiologiques irréfutables, car validées scientifiquement. Donc, par opposition à la médecine non conventionnelle, voilà, où on retrouve la tradithérapie et toutes les autres formes de médecine. Mais moi, ici, je voudrais aborder avec vous la schizophrénie sur le plan médical. Voilà. Donc, ce sujet, en fait, revêt plusieurs intérêts. Déjà, un intérêt sur le plan épidémiologique, parce que dans le monde, la schizophrénie est l'une des maladies très fréquentes, l'une des maladies mentales les plus fréquentes. Donc, on retrouve une prévalence de 0,32%, ce qui correspond environ à 24 millions de personnes dans le monde, selon un rapport de janvier 2022. Vous voyez que c'est vraiment important. 24 millions, c'est important. Et généralement, ça commence entre 20 et 30 ans. Et c'est souvent beaucoup plus précoce chez ceux qui sont chez les garçons, chez les hommes, comparativement aux femmes. Bon, par rapport ici au Sénégal, donc, on a une prévalence qui a été retrouvée dans une étude qui a été réalisée en 2020, qui a rassemblé environ 87 000 personnes, patients hospitalisés dans les différents hôpitaux. Donc, cette étude montrait qu'on avait une prévalence de 19,4%. Donc, on avait environ 19,4% de patients hospitalisés qui souffraient de schizophrénie. Et ça passait devant d'autres maladies comme la bouffée délirante aiguë, comme la dépression. Voilà, c'est ce qui montre en fait l'importance, le poids de cette maladie, surtout dans nos prises en charge, dans nos structures de prise en charge. Voilà. Et également un intérêt également sur le plan fonctionnel, parce que c'est une maladie qui est très invalidante, surtout avec tous les symptômes négatifs que le patient va présenter. Vous allez voir, ça sera des patients qui, voilà, sur le plan affectif, vont s'isoler, ce qui fait que les relations seront difficiles. Même, ce sont des gens qui auront des difficultés à entretenir des relations, voilà, des difficultés même à travailler, voilà, à être fonctionnels.
Donc, du fait qu'ils ont beaucoup de troubles, en fait, qui affectent même leur intellect, les troubles cognitifs. Et un intérêt également sur le plan culturel, parce que c'est une maladie quand même qui est assez spectaculaire. Quand vous voyez un patient qui est schizophrène dans les rues, vraiment, on se demande beaucoup de questions, on se pose beaucoup de questions. Quand on le voit qu'il délire et dit des choses vraiment qui n'ont pas de sens, ce qui fait que parfois, ça peut rester parfois une maladie, un mystère pour nous, et chacun de nous essaie de trouver une cause à la maladie. Voilà, certains vont dire, dans la culture lébou, par exemple, ce sont les raps. Voilà, d'autres vont dire, c'est un djinn qui a envahi mon enfant. Je ne comprends pas vraiment ce genre de maladie. Je ne sais pas je n'ai jamais vu ça dans la famille. Ce qui fait que chacun va essayer d'interpréter à sa manière, de donner une cause, un nom à cette maladie, une cause à cette maladie. On aura beaucoup de représentations socioculturelles de la maladie. Voilà. Et devant la gravité des symptômes et le fait aussi que c'est une maladie qui est chronique, beaucoup de gens ne comprennent pas. Voilà. Et chacun se fait une idée, voilà, en fonction de sa culture, de ce que ça peut être. Et c'est ce qui explique justement que ces patients-là vont généralement arriver en retard dans nos structures de prise en charge parce qu'ils vont passer, voilà, de marabout en marabout, aller, voilà, de guérisseur en guérisseur, voilà, et finalement venir parfois quand la maladie est très avancée. Et parfois même, on les voit seulement venir pour être calmés et ils partent continuer à rencontrer, voilà, les différents guérisseurs. C'est ce qui explique justement qu'on a souvent un problème dans la prise en charge de ces patients. Voilà. Donc, maintenant, donc, nous allons parler de l'approche médicale. Comment est-ce que sur le plan médical, on voit la schizophrénie? Quels sont les différents facteurs de risque, les causes? C'est généralement les maladies, les questions qu'on se pose. Quelles sont les causes de cette maladie? Comment ça se manifeste? Et est-ce qu'on peut prendre en charge cette maladie à l'hôpital? Donc, alors, dans le chapitre des facteurs de risque, donc on va dire en fait que dans la schizophrénie, comme les autres maladies mentales, a quelque chose de particulier, c'est qu'on ne trouve pas une cause directe à la maladie. C'est pas comme le paludisme où vous avez le moustique vous pique et voilà, vous avez le plastique. Et ensuite, voilà, on fait un test, on trouve que c'est le palu et on vous donne le traitement. Non, dans la schizophrénie, c'est pas comme ça. Généralement, c'est plusieurs facteurs qui interviennent, voilà, et qui interviennent dans le mécanisme de survenue de la maladie et qui sont souvent beaucoup plus complexes qu'on ne peut l'imaginer. Voilà. Déjà, il y a des mécanismes biochimiques dont on vous parle de l'hyperactivation des voies dopaminergiques, voilà, qui vont se projeter au niveau des différentes structures du cerveau et entraîner dans les modifications du comportement, tous les symptômes qu'on va avoir. Donc ça, c'est ce qu'on décrit sur le plan scientifique. OK. Mais il y a également des facteurs qui sont liés à l'individu, donc à la personne elle-même. Souvent des traumatismes psychologiques infantiles, donc des maltraitances physiques. Parfois, chez ces patients, on retrouve dans leur histoire un vécu qui a été difficile, pénible, des souffrances, des traumatismes psychologiques. Que ça peut être des abus sexuels, ça peut être de la négligence, OK? Mais c'est un facteur de risque quand même qui n'a pas un consensus. Oui, parce qu'en fait, il y a quand même d'autres biais, d'autres éléments qui interviennent souvent. Par exemple, la consommation des toxiques, des substances, voilà, qui peuvent parfois, surviennent souvent dans le cadre de ces traumatismes-là et qui elles-mêmes peuvent entraîner directement la maladie, la schizophrénie. C'est pour dire en fait que c'est un facteur de risque qui est vraiment à réévaluer. Il n'y a pas un consensus. Tout le monde n'est pas forcément d'accord par rapport à ça, étant donné qu'il y a beaucoup d'autres éléments, voilà, sous-jacents. Il y a aussi des facteurs génétiques. Voilà. Il y a une composante génétique dans la schizophrénie. Donc, déjà, on dit que le risque est élevé de, euh, de, euh, de souffrir de cette maladie. Le risque est élevé quand on a un parent qui a la maladie. Ou bien quand nous-mêmes, on est parents, le risque est élevé pour nos enfants d'avoir la maladie. Vraiment, il y a une composante génétique qui est prouvée par rapport à cette maladie. Et cette
composante est même encore plus importante chez les jumeaux, chez les patients, chez les jumeaux. Donc, le risque est élevé il y a de 40 à 50% chez les vrais jumeaux. Donc, quand vous êtes jumeaux, donc vous avez le risque, un risque très élevé que votre frère jumeau ait aussi la maladie. C'est vrai pour la schizophrénie, c'est aussi vrai pour beaucoup de maladies mentales. D'ailleurs, dans le service actuellement, je suis une patiente chez qui je pense à un trouble bipolaire, qui a des frères, des aînés, dont un frère qui est malade et une sœur aussi qui ont la même maladie, la même symptomatologie, donc les mêmes symptômes. Donc, c'est pour vous dire qu'il peut y avoir une composante génétique. Il y a aussi le milieu de vie, dont les études montrent en fait que on retrouve la schizophrénie 2 fois plus dans les villes par rapport au village, par rapport dans les milieux urbains, dans les milieux ruraux. Bon, ceci, c'est essentiellement observé chez des patients, chez des gens en fait qui ont un statut social bas, inférieur, ou bien qui vivent en fait dans des milieux défavorisés de nos centres urbains ici. Et ça, c'est justement pourquoi, parce qu'en fait, dans nos différentes villes, il y a une forte densité de la population. Donc, il y a une forte densité de la population qui fait que parfois, il y a un manque de cohésion sociale. Il y a une diminution de la cohésion sociale, comparativement au village où on s'occupe de tout le monde. Ici, chacun a son travail, pas le temps de s'occuper des gens. Ce qui fait qu'il y a souvent ce manque de soutien. Il y a un problème déjà du soutien de l'entourage qui fait que l'individu sera beaucoup plus exposé à développer la schizophrénie. Voilà. Et tout cela, en fait, va entretenir la maladie et donc augmenter aussi son risque, voilà, sa vulnérabilité, son exposition par rapport à la maladie. Parce que chez le schizophrène, ils ont généralement des symptômes qui font qu'ils sont seuls. Voilà. Et ils ont besoin d'un soutien familial et qui, lorsqu'il n'est pas apporté, ça augmente en fait le risque de survenue de la maladie, le risque même de survenue des crises. Voilà. Donc, et justement, on tombe donc sur le manque de soutien qui est un élément, qui est un facteur de risque très important. Généralement, le manque de soutien de l'entourage à travers la stigmatisation, à travers le rejet, ça favorise souvent les rechutes. Déjà parce que ces patients qui sont schizophrènes, ils ont dans une altération de leur capacité de jugement. Ce sont généralement des patients qui viennent et qui vous disent qu'ils ne sont pas malades. Et comme ils ne sont pas malades, comme ils savent qu'ils ne sont pas malades, ils ne vont pas prendre les médicaments. Et donc, quand ils sont abandonnés par la famille, par les proches, quand ils n'ont pas ce soutien de la famille, ils ne vont pas prendre les médicaments, ils ne vont pas aller au rendez-vous. Et ça va favoriser en fait leur rechute. Ils sont incapables de s'occuper d'eux-mêmes. Ils ont besoin de l'entourage. OK? Et d'ailleurs, même, il y a des études aux États-Unis et au Canada qui ont montré en fait que un tiers des personnes sans abri sont des schizophrènes sans traitement. Donc, des gens que vous voyez dans la rue là, un tiers de ces gens sont des patients qui sont schizophrènes et qui sont sans traitement. Pourquoi ils sont sans traitement? Parce qu'ils n'ont pas le soutien familial. Ils n'ont pas la famille qui les encourage, qui les accompagne à l'hôpital. Ils sont souvent stigmatisés, ils sont souvent abandonnés à eux-mêmes. Ils souffrent beaucoup plus de l'indifférence que d'un problème d'efficacité de la prise en charge. Voilà. Et il y a également, par rapport toujours au contexte, il peut y avoir d'autres facteurs en relation avec la grossesse. Donc, que ce soit pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou bien après la grossesse. Généralement, ce sont des complications qui vont entraîner une altération du fonctionnement cérébral de l'individu et qui vont donc faire que ce patient sera donc vulnérable à la schizophrénie. Par exemple, on a les anomalies du développement fœtal. Un enfant qui est prématuré, vous allez voir, il manque une maturation de son cerveau et donc il est plus à risque de développer la schizophrénie. Ou bien un enfant qu'on a réanimé à l'accouchement, il aura des lésions au niveau de son cerveau et qui feront qu'il sera très vulnérable par rapport à quelqu'un qui n'a pas eu ce problème pendant l'accouchement. Voilà. Un élément également très important qu'on retrouve dans notre contexte, qui est souvent source de schizophrénie, c'est la consommation des substances, les substances psychoactives, les drogues. Voilà. Et la principale drogue donc, que je vais évoquer ici, c'est le cannabis. Voilà.
Le cannabis, vous savez que le cannabis, c'est l'une des substances les plus retrouvées dans le monde, les plus consommées, la drogue illicite la plus consommée dans le monde. Voilà. Et même ici au Sénégal, d'après le rapport de l'Office des Nations Unies contre, voilà, contre dans la lutte contre les drogues, la criminalité. C'est la principale drogue qu'on retrouve et qui a beaucoup de composants parmi lesquels on a le THC, qui est le tétrahydrocannabinol, qui est un élément très important, le principal actif, la principale composante de la substance du cannabis, qui est souvent responsable des modifications du cerveau et des hallucinations. Ce qui fait que chez un patient qui est consommateur, son cerveau est en quelque sorte modifié et donc il est très vulnérable à développer la schizophrénie du fait des conséquences de ces substances-là. Et d'ailleurs, on dit que le cannabis augmente le risque de 2 fois plus le risque de développer une schizophrénie. Surtout quand le patient est constamment exposé à cette substance. Donc, quand il y a une consommation régulière à des doses de plus en plus importantes et quand il est exposé à cette substance de façon précoce, voilà, généralement à 12 et 12, 14 ans, vous allez voir ces jeunes qui consomment le cannabis depuis le petite enfance et qui, au fil de temps, vont développer peuvent développer la schizophrénie. Donc, on dit, lorsque vous consommez la schizophrénie seulement une seule fois, le risque de développer, lorsque vous consommez le cannabis juste une seule fois, le risque de développer la schizophrénie est élevé de 40%. Et ce risque augmente de 50 à 50% lorsque vous avez une consommation régulière, fréquente et tous les jours. Voilà. Donc, à part cela aussi, on a d'autres éléments. Comme je vous ai dit, le fait même déjà de vivre, d'être dans un environnement où tout le monde consomme, d'avoir des parents ou bien des enfants qui consomment, ça augmente aussi ce risque. Donc, vous voyez qu'il y a aussi l'environnement qui est aussi très important. Ça, c'est sur le plan génétique, on montre de plus en plus qu'un sujet qui a des parents qui consomment a 2,5 fois plus de risque aussi de consommer. Et s'il a plus de risque de consommer, ça veut dire qu'il a aussi plus de risque de développer la schizophrénie. C'est pour vous dire, en fait, effectivement, qu'il y a souvent beaucoup de facteurs qui sont intriqués et qui rendent souvent la prise en charge compliquée. Quand on voit des patients qui sont schizophrènes, qui consomment le cannabis, dans le yamba et toutes ces substances, c'est souvent difficile de les prendre en charge parce qu'il faut prendre en charge tout cela. Il faut prendre en charge sa consommation, il faut prendre en charge sa maladie. Parce que plus il consomme, plus il évolue vers la schizophrénie. Et plus il est schizophrène, plus il est instable, plus il aura tendance à vouloir consommer. C'est souvent beaucoup plus complexe qu'on ne peut l'imaginer. C'est un véritable cercle vicieux. Et il y a d'autres substances comme les amphétamines et beaucoup d'autres substances. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai dit par là. Et on a d'autres maladies, d'autres infections qui touchent le cerveau, voilà, qui peuvent déjà rendre quelqu'un vulnérable voilà, par rapport à cette maladie. Maintenant, sur le plan clinique, comment se manifeste la schizophrénie? Comment est-ce qu'on reconnaît les symptômes de la schizophrénie? Généralement, il y a 3 groupes de symptômes. Il y a des symptômes qui sont dits positifs, des symptômes négatifs et des symptômes dissociatifs. Bon, quand on parle de symptômes positifs, ce sont en fait des signes qui surviennent chez l'individu et qui rendent son comportement anormal. Donc, c'est quelqu'un qui était bien et du jour au lendemain, il commence à délirer, à avoir des idées délirantes. Donc, il commence à dire des choses qui n'ont pas de sens, mais qui ont des sens pour lui. Pour vous, ça n'a pas de sens. Mais il délie, voilà, et pour lui, ça a un véritable sens. Il va délirer dans plusieurs thèmes, de persécution, grandeur, ainsi de suite. J'avais par exemple un patient, lui, qui, dans son délire, il était dans un jet privé, voilà, avec Macky Sall à son bord et les leaders religieux comme pilotes. Et il était vraiment convaincu de cette réalité-là. Okay. Ça, c'était des idées de grandeur. D'autres, par exemple, les idées de persécution. Actuellement, je suis un jeune de 21 ans qui a poignardé sa maman, justement parce qu'il a des idées de persécution par rapport à cette maman. Il est convaincu que sa maman lui veut du mal. Et il passe à l'acte. Il est passé à l'acte en lui donnant un coup de poignard. Ce qui a été le motif de consultation chez elle. C'est pour dire, en fait, que ce sont des patients vraiment qui sont dans une autre réalité et qu'il ne faut pas condamner, qu'il ne faut pas juger. Il y a également des hallucinations. Ils vont vous dire souvent qu'ils entendent des voix. Ils voient des choses, voilà, que vous ne voyez pas. Alors, eux, c'est leur vécu qui est réel pour eux, mais qui ne l'est pas pour chacun de nous.
Alors, pour ce même patient dont je vous parle, il vous dit, par exemple, dit, voilà, j'entends des voix qui me disent, qui m'insultent. Et ces voix, ce sont les voix de ma maman. Il dit, je vois des choses qui sortent des toilettes et qui font que je ne parte pas, je ne prends pas ma douche. Je n'aimerais pas aller me laver. Il dit, je sens des choses voilà, comme des odeurs de cadavres. Tout ça sont des choses qu'il ressent. OK. Des hallucinations qui peuvent survenir. À part cela, on a également des symptômes négatifs. Donc, les symptômes négatifs, ce sont généralement des signes qui n'existaient pas dans son comportement, en fait, qui manque à son comportement pour qu'il soit normal. C'est un individu qui prenait soin de lui avant, après, vous allez voir qu'il ne prend plus soin de lui. Il devient de plus en plus, voilà, sale, négligé, il laisse les cheveux. Voilà, vous les voyez souvent dans la rue pour certains. OK. D'autres ont ce qu'on appelle un émoussement affectif. Ça veut dire qu'ils seront froids dans leur relation. Ils ne seront pas capables de ressentir des sentiments, d'avoir des sentiments. Okay. D'autres vont manquer par rapport à tout ce qu'ils faisaient. Donc, ils faisaient ils menaient des activités et au fil du temps, ils manquent de l'intérêt par rapport à tout ce qu'ils font. Ils ne trouvent plus du plaisir. D'autres vont se retirer. Sur le plan social, voilà, ils vont se retirer. Et donc, si vous les abandonnez, si vous ne vous occupez pas d'eux, ils vont davantage se replier et ça va aggraver leur maladie. Donc, et on a également enfin des symptômes dissociatifs. C'est généralement aussi des symptômes qu'on peut retrouver comme des troubles du langage. Vous allez voir des patients qui vont, quand vous les voyez en route, ils commencent à parler seuls, OK? Ou bien parfois ils ne tiennent pas cohérent. Ils vont dans tous les sens. Mots que vous n'avez jamais entendus. Et en plus, même parfois, ils vous répètent des derniers mots qu'ils entendent. Autant de signes. On peut parfois avoir des comportements désorganisés. Ils sont tellement bizarres dans leur comportement. Vous allez voir certains qui prennent beaucoup de bacs, plein de choses qu'ils mettent. Ils collectionnent des choses qu'ils ramassent en route ou bien ils mettent des vêtements, plusieurs vêtements tout sales qu'ils ont vus, qu'ils ont ramassés par-ci, par-là. Voilà les signes, en fait, qu'on peut retrouver dans la schizophrénie. Mais ces différents signes-là, que ce soit positifs, négatifs ou dissociatifs, vont nous permettre en fait d'avoir ces différentes catégories. Généralement, on pense que la schizophrénie, il y a une seule forme de schizophrénie, mais que c'est seulement celui qu'on voit en route. Il y a des schizophrènes qui sont vraiment bien, je vais dire, vous les voyez, vous ne pouvez pas savoir qu'ils sont schizophrènes. Ils prennent bien le traitement, ils ont une forme qui n'est pas assez sévère. Voilà. Donc, il y a plusieurs formes cliniques qu'on retrouve généralement les unes les plus spectaculaires par rapport aux autres, les unes ayant un bon pronostic par rapport aux autres. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que nous on fait en termes de prise en charge sur le plan médical? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que généralement, on a beaucoup de patients des gens qui arrivent, comme je vous ai dit, qui ont leur représentation et qui disent vraiment, on ne fait rien. De toutes les façons, cette maladie-là, mon enfant porte ça depuis. Ce n'est pas au niveau de l'hôpital. Voilà, il faut aller faire des tours, bien faire un DUP pour se libérer de l'esprit qui tourmente mon fils et qui est responsable de cette maladie. Donc, je voudrais vous dire ce que nous on fait sur le plan médical. Déjà, le but de nos prises en charge, généralement, c'est souvent de calmer les symptômes, calmer le patient qui arrive souvent agité, voilà, avec beaucoup de symptômes. On aide souvent à travers notre traitement à les calmer. On les aide aussi souvent à prévenir les rechutes parce que c'est une maladie chronique. OK? Donc, c'est une maladie chronique, la schizophrénie. Ce qui fait on travaille à plusieurs niveaux. On travaille quand la maladie est là et même dans la prévention de la maladie. OK? Et même après l'hôpital, on aide ces patients aussi à se réinsérer dans la société parce qu'ils sont souvent dotés de beaucoup de capacités que vous ne pouvez imaginer. Voilà, à travers des mesures de réhabilitation et de réinsertion. Voilà. Donc, effectivement, le but, c'est ça, c'est souvent donner des médicaments et la prise en charge psychosociale. Voilà, c'est les deux volets qu'on utilise généralement. Les médicaments, c'est beaucoup plus pour calmer et la psychothérapie, c'est généralement pour un complément et tout le soutien social, comme on a dit tout à l'heure. Donc, voilà les différents médicaments, moyens médicamenteux qu'on utilise. Généralement, ce sont les neuroleptiques et toutes ces classes de médicaments qui vont essayer de casser le délire, voilà, et de diminuer ces hallucinations-là. On trouve souvent des médicaments en fonction des générations. Il y a ceux qui sont plus classiques, ceux qui sont plus anciens, il y a ceux qui sont plus
plus récents, les deuxièmes générations. Voilà. En fonction de la tolérance, il y a certains qui prennent des médicaments, ils se plaignent que ça a beaucoup d'effets secondaires. On leur propose d'autres générations, des générations plus récentes, les deuxièmes générations. Mais chez d'autres patients aussi, il y a souvent des molécules retard. C'est pour des patients généralement qui ne prennent pas leur traitement, chez qui le suivi est vraiment difficile. Comme je vous ai dit, ils ont souvent un déni d'accepter qu'ils sont malades. Et du coup, on leur donne souvent des médicaments qui peuvent couvrir sur un mois parce qu'on sait qu'ils ne vont pas prendre leurs médicaments et qu'ils vont abandonner leur traitement. Donc, voilà les différents médicaments dont je vous parlais, des premières générations et les deuxièmes générations. Les premières générations qui ont souvent beaucoup plus des effets secondaires, surtout neurologiques, et les deuxièmes générations qui sont souvent mieux tolérées. Voilà. Mais voilà les principaux mécanismes, des principaux effets de ces médicaments. On les sédate, généralement, on calme ces patients, on les aide par rapport à tout ce qu'ils ressentent comme délire, comme hallucination. Les médicaments ont vraiment des effets. Ou bien même parfois, on les aide un peu à se stimuler. Surtout les gens là qui ont ces symptômes négatifs. Ça veut dire qu'ils ne prennent pas soin d'eux, qui ne font rien, voilà, qui sont capables de passer la journée enfermés dans la chambre, ils ne font rien. Il y a aussi des médicaments qui ont un effet désinhibiteur, qui les aident souvent un peu plus, voilà, à être un peu moins inhibés. Voilà. En fonction des effets, on a ces différents médicaments et qui sont tout aussi efficaces les uns les autres. Mais il y a également un élément très important, la prise en charge non médicamenteuse, qui suit souvent le traitement, l'hospitalisation. Le soutien familial qui est très important. Tout à l'heure, on a vu que le schizophrène qui a le soutien de l'entourage, voilà, est différent du schizophrène qui n'a pas de soutien de l'entourage. Voilà, parce que la famille est souvent là pour l'accompagner, pour qu'il prenne ses rendez-vous, il observe ses rendez-vous, pour qu'il prenne ses médicaments. De lui-même, il ne peut pas faire cela tant qu'il n'est pas stable. D'où l'importance de la famille, du soutien, de l'entourage. Et plus vous abandonnez ces patients, plus ils vont développer des formes résistantes et ça n'ira pas. Et on a aussi toutes ces mesures, comme je vous ai dit, les psychothérapies et les mesures de réhabilitation et de réinsertion, comme une structure qui aide ces patients-là, le centre Imam Cissé de Kaolack. Généralement, comment ça évolue? L'évolution peut être défavorable ou favorable. Quand c'est défavorable, vous avez souvent des formes résistantes. Vous allez voir des patients qui ont fait tout. Malgré le traitement, on change les neuroleptiques, on change les médicaments, ça persiste toujours. Voilà, au bout de 6 mois, les symptômes sont toujours là. Après trois changements de traitement. Là, on dit que la forme est résistante. Généralement, on utilise d'autres formes comme la sismothérapie ou bien d'autres formes, voilà, de traitement qui sont plus sophistiquées. Il y a aussi une évolution déficitaire. Vous allez voir des patients finalement chez qui, bon, vraiment, ils vont continuer toujours à vivre dans ce retrait social et beaucoup de choses. Et aussi, il y a un élément très important, c'est le risque suicidaire. Certaines personnes, parfois, ont souvent un risque de se suicider, de se donner la mort, parce que parfois, ils entendent des voix qui leur demandent de passer à l'acte, de poignarder. Ils ont vraiment parfois des idées délirantes d'influence. Voilà. Mais l'évolution peut être aussi favorable. Donc, on a des patients qui sont stabilisés, hein. 50% même, dans la plupart des temps, sont stabilisés, surtout quand l'observance est bonne. D'où l'importance du soutien de la famille. Il y a l'accompagnement qu'il faut. Et même dans un cas, on peut avoir une amélioration. Vous avez un patient chez qui on a une disparition des symptômes jusqu'à ce qu'il s'insère sur le plan social, sur le plan professionnel. J'ai des patients schizophrènes qui se sont mariés, qui sont mariés actuellement, qui reprennent leur travail. Pour vous dire que quand ils sont stables, ils vont nettement mieux. Et donc, cela me pousse à arriver au niveau des facteurs de bons pronostics. Généralement, deux éléments très importants pour le pronostic, c'est le soutien familial, comme je vous ai dit, la bonne observance. Voilà, ce sont les deux éléments importants de bons pronostics. Sinon, voilà, dans le chapitre des perspectives, de plus en plus, il y a il y a une évolution en matière de schizophrénie, dans la recherche, que ce soit aussi même dans la prévention. Donc, qui peut être primaire ou secondaire, où on agit sur les facteurs de risque. On va beaucoup les aider par la consommation, au lieu par la schizophrénie, ou bien chez des personnes qui ont des difficultés à gérer leur stress. On a vu les conséquences psychologiques pour qu'ils ne développent pas plus. On a également des stratégies de prévention secondaire, voir comment est-ce qu'on peut
mais même qui sont de plus en plus développés, comme des questionnaires d'identification. Mais tout cela, c'est encore c'est encore, je veux dire, c'est encore dans un processus en fait d'élaboration. C'est pas encore très clair. Il y a généralement des programmes de psychoéducation où on rassemble des patients et leurs parents et on les aide par rapport, voilà, et on les éduque par rapport à la maladie et on les aide à mieux gérer cette situation-là. Dans les programmes, par exemple, iCare, YouCare, qu'on retrouve au Canada, bon, ici, généralement, on a comme une autre manière à nous, comme les punch. Voilà, on rencontre des familles et les gardes malades à l'hôpital. On fait des rencontres avec eux et on échange avec eux par rapport à leur maladie pour qu'ils comprennent mieux et qu'ils s'occupent mieux de leurs patients. Voilà. Et on a d'autres domaines, on a d'autres éléments généralement. Déjà dans la recherche, de plus en plus, avec l'évolution des neurosciences, voilà, où de plus en plus on montre que même on peut déjà avoir des éléments au niveau du scanner de l'imagerie qui peuvent nous faire penser à une schizophrénie. Voilà, ou bien l'épigénétique, où de plus en plus on est en train de montrer que il y a une composante génétique qui fait que un individu voilà, qui est exposé, qui est dans un environnement où il y a la schizophrénie, peut donc développer, je vais dire, donc il peut voilà, avoir une expression de ce gène qui sera à l'origine des symptômes de la schizophrénie. Mais c'est vraiment quelque chose qui est encore en plein essor et qui voilà, va prendre du temps pour se mettre en place dans notre contexte. Donc voilà mes différentes références. Et je dirais donc en conclusion que la schizophrénie, c'est une maladie mentale, vraiment l'une des maladies mentales les plus répandues dans le monde. Elle est de plus en plus connue grâce aux différents outils scientifiques qui font leurs preuves. Sa prise en charge passe non seulement par des médicaments, mais surtout par les crises, surtout pendant les crises, mais aussi par l'entourage social, les psychothérapies que nos collègues psychologues connaissent, maîtrisent mieux que nous. Et de nos jours, avec la recherche, on s'avance vers des techniques plus sophistiquées de dépistage précoce de la maladie pour une prise en charge adéquate de nos patients. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Alors, jërëjëf, docteur Youmbi, vu que c'est le seul mot que vous connaissez en Wolof, c'était salam alaikum. Maintenant, il y a jërëjëf en plus pour cette belle présentation sur les perspectives et les mainstreams de la schizophrénie. OK. Donc, nous allons prendre 5 minutes pour recueillir vite fait les questions, s'il y en a bien évidemment. C'est bon. Bon, merci beaucoup de la présentation. Vous attendez de récupérer tout? Non, allez-y. Allez-y. Ok, voilà, merci beaucoup de la présentation. En réalité, je me félicite de ma présence parce qu'en tant que slogan, j'ai effectivement bien saisi ce dont vous parlez. Et ça me rappelle peut-être aussi des attitudes que je rencontre dans mon environnement. Donc, c'est à ce niveau que j'ai quand même quelques questions. Excusez-moi, que je voulais poser. Déjà, c'était de savoir, en fait, de manière commune, on parle de surmenage. Est-ce qu'il y a une différence entre schizophrénie et surmenage? D'accord. La seconde question, c'était de savoir, est-ce que la schizophrénie se soigne? Parce qu'il me semble avoir compris que ça ne se soigne pas. Donc, c'est relativement une maladie à vie. De ma côté compréhension, est-ce que vous pouvez me clarifier sur ça? L'autre question, c'était de savoir, en fait, quel est le niveau de réussite des traitements? On parle de traiter, mais en réalité, voilà, vous en tant que professionnel, sur le terrain, quel est le niveau de réussite? Parce qu'effectivement, il faut solliciter l'accompagnement des parents, de la famille. Mais est-ce que vous rencontrez quand même des patients qui s'améliorent vraiment? Quel est le niveau de réussite? Et je pense que vous avez relativement brossé ça à la fin. C'était de savoir est-ce qu'il y a des éléments déclencheurs de comportement schizophrénique chez les patients. Pourquoi j'en parle? Moi, en tant qu'étudiant, j'ai une fois échangé, bon, à l'époque, c'était une très grande autorité. Hein. On était en train d'échanger, mais à un certain moment, il a eu des attitudes et le discours a quasiment changé d'angle. J'ai été obligé de me déplacer pour aller voir discrètement la secrétaire pour lui parler.
pour voir s'il y a voilà, des prises en charge à faire. Donc, la question, ça demande s'il y a quelque chose qui a déclenché ce comportement auprès du patient. Donc, c'était les quelques questions que j'avais. Merci beaucoup. Merci. OK, voilà. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez, que vous avez porté par rapport à cette présentation. Ah oui, vous avez parlé du burn-out, je pense bien de le surménage. Voilà. Est-ce que c'est la schizophrénie? Non, c'est deux entités différentes, vraiment. Ah, vraiment, déjà, du fait que dans le burn-out, vous allez voir justement, le patient va venir demander de l'aide. OK? C'est quelqu'un qui, comme vous avez dit, avec un contexte de stress, voilà, va développer des signes. Oui, parfois une irritabilité, parfois avec des signes même, des signes même physiques, des signes d'anxiété, et qui viendra consulter. Mais le schizophrène, il ne va pas venir consulter. Voilà. Il ne va pas se lever lui-même et aller dire qu'il faut qu'il aille consulter. Il est complètement dissocié, coupé de la réalité. OK. Quand vraiment vous voyez le schizophrène, ça ne se. Voilà. Ce qui fait qu'on a. On a même appelé une fois il y a certaines personnes qui parlent du cancer des maladies, des maladies mentales. Dans certaines revues, vous entendez qu'on vous parle du cancer des maladies mentales pour vous montrer à quel point c'est vraiment une maladie assez grave, oui, voilà, qui nécessite souvent un accompagnement, comme je vous ai dit, et c'est différent vraiment du burn-out. C'est tout à fait différent. Celui qui a un burn-out, il peut prendre soin de lui, il peut aller lui-même demander qu'il veut voir, mais de schizophrène, c'est pas ça. Il aura une altération, tout sera perturbé chez lui, que ce soit sur sa manière de penser, que ce soit sur sa manière de se comporter, ou bien, voilà, sur ses ressentis. C'est vraiment différent. Donc, si je peux dire, c'est la schizophrénie un peu plus, voilà, si je peux paraphraser, c'est un peu plus grave que, voilà. Donc, est-ce que la schizophrénie se soigne? Voilà, tout à l'heure, là, j'ai dit on peut avoir une amélioration ou bien même quasi-disparition des symptômes. La schizophrénie, c'est une maladie chronique, comme le diabète, comme d'autres maladies. D'accord? Le diabète, voilà, on stabilise le diabète. On améliore le diabète. C'est la même chose avec la schizophrénie. OK? Donc, vous pouvez avoir un patient qui fait des années et des années sans plus rechuter. Des années et des années. Au point où après sa dernière crise, il meurt plutôt d'autre chose. Mais ça ne veut pas dire que si il est exposé à d'autres facteurs, la maladie ne va pas revenir. C'est pour vous dire que, c'est une façon de vous dire, au sens strict du terme, rigoureusement, voilà, on ne parle pas vraiment d'une guérison totale de la schizophrénie, mais on peut la stabiliser, on peut l'améliorer jusqu'à le patient va mieux et il ne fait même plus, il ne présente même plus de symptômes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question à ce niveau-là. Donc, c'est une maladie chronique. Le niveau de réussite du traitement, oui, dans notre expérience, oui, le traitement marche. Voilà, on a des preuves que nos traitements marchent. Je vous ai montré les différents mécanismes de ces médicaments qui coupent le délit, qui coupent ces hallucinations. Et voilà, vous voyez des patients qui arrivent et quand ils sortent, la famille est vraiment étonnée. Et la famille vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour eux. Parce qu'on ne les reconnaissait pas à l'entrée. Donc, on a vraiment, on réussit vraiment dans ce traitement. Mais ça demande souvent beaucoup de patience. Parce que le problème qu'on a souvent, c'est que nos patients, quand ils arrivent, ils pensent que c'est comme le paludisme, on prend 3 jours d'injection ou bien les comprimés, là, 3 jours, ça passe. Non, un patient qui arrive, il peut faire 1 mois, il peut faire 2 mois. J'ai un patient, par exemple, qui était arrivé, qui avait fait 3 mois d'hospitalisation avant d'aller mieux. Avant d'aller mieux. Donc, il faut être patient. Il faut vraiment être patient quand ils arrivent. Ça prend le temps, vraiment, ça prend le temps. Et nous, chaque fois en hospitalisation, on évalue, on voit comment il y a une amélioration progressive. Parfois même, c'est la famille qui vous dit, voilà, docteur, je sens qu'il ne dit plus des choses comme il disait avant. Déjà, il commence déjà à se laver, à prendre soin de lui. Donc, vraiment, on a nos produits, les produits marchent, il y a une efficacité par rapport à ce traitement. Le plus important, c'est que le patient soit bien suivi.
Voilà. Le patient, qu'il respecte ses rendez-vous, qu'il prenne son traitement et qu'il ait vraiment ce soutien familial-là. C'est ça le plus important. Voilà, qui favorise la stabilité. Est-ce qu'il y a des éléments déclencheurs du comportement de la schizophrénie? Oui, on a des éléments déclencheurs. On peut avoir des éléments qui, je vais dire, en fait, qui vont déclencher des moments féconds, des crises. OK, c'est possible. Mais je vous ai dit tout à l'heure, on a vu tous ces facteurs de risque qui peuvent intervenir. Ce n'est pas un seul truc, c'est plusieurs choses, en fait, parfois complexes, qui peuvent expliquer la survenue de la maladie. Et il y a, par exemple, la prise des substances, comme je vous ai dit. Un patient qui consomme de cannabis, voilà, a plus de risques d'évoluer vers la schizophrénie ou bien de décompenser, si on peut dire, qu'un individu qui ne prend pas. Donc, il y a beaucoup de... Et parfois, même certains arrivent dans... Juste du fait qu'ils ont consommé, ça a précipité en fait leur crise. Donc, il y a des facteurs, mais c'est beaucoup plus complexe que vous ne pouvez l'imaginer. Ce n'est pas une maladie comme les autres. Voilà. Il y avait aussi une question... J'ai oublié une question? C'est bon. D'accord. OK. Merci. Nous avons aussi deux autres questions dans le chat. La première est, toutes les thérapies marchent-elles pour la schizophrénie? J'ai un peu du mal avec le mot. Et aussi la deuxième, est-ce que la dépression et les pensées suicidaires sont pareilles? OK. Bon, est-ce que la dépression et les pensées suicidaires sont pareilles? Donc, non, non. Oui, on peut déprimer sans avoir des idées suicidaires. OK? Bien que quand on a une dépression, on recherche des idées suicidaires. Mais il y a des sujets qui dépriment et ils vous disent qu'ils qu'ils ne veulent pas se donner la mort, qu'ils veulent se battre. Généralement, il y a souvent même des facteurs qu'on dit des facteurs protecteurs. Quelqu'un dit, bon, ma religion, surtout ici dans notre milieu, dans ce milieu, dans notre voilà, contexte musulman, c'est même souvent un principal facteur protecteur. Les gens disent, je ne peux pas me donner la mort parce que voilà, Allah ne va pas me pardonner cela. OK. Mais il déprime. Il est triste. Voilà. Il est ralenti sur le plan, voilà, sur le plan psychique, sur le plan moteur. Voilà, il a des insomnies, il ne dort pas. Il a vraiment les signes de dépression, mais sans idée suicidaire. Et généralement, quand on a des idées suicidaires, c'est un critère vraiment de gravité. Donc, on évalue souvent le risque d'urgence et de dangerosité. Quand on a ces idées suicidaires et quand on a un patient qui non seulement a des idées suicidaires et il veut passer à l'acte, voilà, là, on fait très attention, on l'hospitalise. Voilà, et on dit donc que la dépression dans ce cas est sévère. Donc, ce ne sont pas toutes les dépressions qui font des idées, ce ne sont pas dans toutes les dépressions qu'on a des idées suicidaires. Voilà. Donc, c'est deux concepts différents. Mais on évalue les idées suicidaires quand on déprime. C'est important. Et la question sur... Toutes les thérapies marchent-elles pour la schizophrénie? Euh, 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 oui, les thérapies marchent. Comme je vous ai dit, elles se complètent. Il n'y a pas une seule thérapie qui suffit. Vraiment, elles se complètent. Chacune des thérapies apporte sa part au bien du patient. Généralement, on n'utilise pas une seule méthode. Voilà, toutes ces méthodes sont complémentaires. Vous voyez, j'ai parlé des médicaments, mais j'ai aussi parlé des méthodes non médicamenteuses. C'est pour dire que chacun de nous est impliqué dans la prise en charge. Même le volet social est très important. Nos psychologues sont très importants aussi dans la prise en charge, surtout dans la suite. Parce que nos médicaments, généralement, ils agissent dans la phase aiguë. Vous comprenez? Mais ce n'est pas ces médicaments qui vont voilà, forcément aider la personne à se réinsérer dans la société. D'autres. C'est pas forcément, c'est tout le contexte social, c'est toute la famille voilà, qui est impliquée. Ce sont des psychothérapies qui seront faites par la suite en complément, voilà, qui vont aider le patient à être mieux parce que la prise en charge du patient est globale. Voilà, c'est pendant la crise et même après la crise, jusqu'à voilà, dans la suite. C'est pour dire qu'il ne faut pas laisser nos patients schizophrènes. Ne les lâchons pas. Nous, on fait notre travail à l'hôpital. Il y a un travail très important qu'il faut faire à la maison, dans l'entourage. Mais toutes ces méthodes se complètent. Mhm. Oui. Merci beaucoup. Mhm. Oui. Je vous en prie. C'est la première partie.
C'est très intéressant. Merci. En tant que praticien hospitalier, par rapport à la compréhension, parce que je ne savais pas qu'il y avait des aspects génétiques et aussi des signes qui pouvaient être découverts au scanner, etc. Donc, merci pour tous ces éclaircissements. Donc, j'avais deux questions. La première, parce que j'ai remarqué qu'en tant que médecin généraliste, Oui. pas des collègues sont certaines choses par rapport à la prescription des médicaments qui sont en rapport avec la psychiatrie. Oui. Donc, est-ce que vous auriez des types d'astuces où les collègues, par exemple, en garde souvent, parce qu'ils sont de garde, et qu'ils reçoivent de ces cas-là, quelles attitudes pensez-vous qu'ils pourraient prendre? Quels médicaments est-ce qu'ils pourraient prescrire en début pour aider ces personnes-là, puis les orienter ensuite pour les par rapport à leur prise en charge? Et la deuxième, la semaine passée, j'étais à l'école polytechnique de Thiès avec M. Tala, et l'un des étudiants nous avait posé une question à savoir, est-ce que la dépersonnification et la schizophrénie représentaient la même chose aussi? La dépersonnification était incluse par rapport à la schizophrénie. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci vraiment pour cet intérêt que vous portez par rapport à ce sujet. Qu'est-ce qu'il faut faire en usant en tant que médecin généraliste? Généralement, c'est calmer le patient. Ce n'est pas aux urgences que vous allez traiter le patient. D'ailleurs, même quand il vient en hospitalisation, ça prend du temps pour qu'il soit stable. Okay. Moi, généralement, quand je reçois même les patients aux urgences, je les mets un traitement sédatif. Bon, après m'être rassuré qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas une organicité, c'est très important. En tant que généraliste, vous devez d'abord vous retirer d'autres causes, les causes organiques. Ok, c'est pas parce qu'un patient arrive qu'il délie que vous allez mettre dans le compte de la psychiatrie. On a reçu beaucoup de patients qui arrivent, ils délient, mais c'est pour autre chose. Un patient qui consomme une substance, qui vient de consommer une substance, il peut délirer. Un patient qui a une tumeur peut délirer, qui fait un AVC, peut être en train de délirer. Et vous arrivez, vous dites seulement psychiatrie, vous l'envoyez seulement en psychiatrie. Non, voilà. Donc déjà, il faut oublier que le délit égale psychiatrie. Le délit peut avoir des causes organiques, d'autres choses. C'est pour ça que nous, on fait souvent très attention quand on les reçoit. Et on les examine bien, on les réévalue très bien avant de leur proposer un traitement. OK, ça, c'est la première des choses. Maintenant, la deuxième des choses, quand vous avez bien évalué votre patient, vous l'avez examiné, voilà, vous êtes rassuré qu'il n'y a pas d'autre cause, une hypoglycémie ou n'importe autre chose qui peut expliquer le délit du patient. C'est à ce moment-là que vous pouvez mettre maintenant un traitement symptomatique. Généralement, c'est symptomatique. Moi, dans ma pratique, généralement, je peux le mettre sous sédatif, peut-être du Lagatil ou bien du Valium, pour qu'il calme. Parce que je ne veux pas gommer forcément le délit. Et parfois, ils arrivent comme ça, tu as l'impression qu'ils délient, mais ce n'est pas vraiment le délit. Quand tu essaies d'aller, tu pousses plus profondément, tu te rends compte que voilà, c'est pas vraiment le délit, que c'est peut-être quelque chose qui dit en réaction à un stress et tout, voilà, et que tu peux penser que c'est délirant. Donc moi, généralement aux urgences, je ne me précipite pas à leur prescrire quelque chose qui va gommer le délit pour aider aussi mes confrères qui vont le recevoir en hospitalisation pour qu'ils le réévaluent très bien. Donc généralement, calmer généralement le patient. Valium, Lagatil, les neuroleptiques sédatifs, voilà. Et quand le patient est calme, il faut l'envoyer en hospitalisation et le reste sera géré en hospitalisation. Bon, la dépersonnification, c'est vrai que je ne sais pas très exactement ce que la personne entend par dépersonnification, mais nous, il y a un signe qu'on appelle la dépersonnalisation. Donc, c'est un patient qui va rester comme ça et qui aura l'impression que, voilà, qu'il est étranger par rapport à son propre corps. Voilà, qu'il n'a pas son corps, voilà, ses mains ne sont pas ses mains, il est dans un corps de quelqu'un, ou bien d'un corps d'un animal. Ça, on peut avoir ça dans les troubles, dans les délires. Okay? Mais la dépersonnalisation, ce n'est pas seulement dans la schizophrénie. Voilà, on peut retrouver ça dans d'autres, même dans une névrose d'angoisse, qui est bien angoissé, qui fait une attaque de panique, il peut faire une dépersonnalisation. Okay. Donc, il aura l'impression qu'il n'est pas dans son propre corps, mais ce n'est pas forcément la schizophrénie. Pour qu'il y ait la schizophrénie, il faut qu'il y ait des différents autres symptômes que je vous ai dit, que ce soit positif, que ce soit négatif ou des symptômes de dissociation. D'accord. Merci. Oui. Je vais parler de soutien familial, l'importance du soutien familial D'accord, pas de souci. pour prévenir les dégâts ou bien pour amoindrir les dégâts. Maintenant, comment se comporter
quelle approche vous préconisez pour quelqu'un qui se retire et qui refuse toute aide, qui sort dans sa chambre, par exemple, et qui bloque ses amis, qui refuse toute aide, et qui se retire qui a un isolement social et qui ne se comporte plus comme il se comportait, et ses amis l'ont remarqué, et veulent l'aider, et s'inquiète, mais la personne refuse toute aide et elle est isolée carrément. Quelle approche préconisez-vous? Oui, tout à fait. C'est une question très importante, pertinente, d'autant plus que, comme je vous ai dit, ce sont des patients souvent qui ont un déni. Ils ne reconnaissent pas qu'ils sont malades. Et ils s'isolent, ils se retirent. Et même du fait de leur maladie, voilà, font qu'il y a un véritable retrait. Et ils ne sont pas forcément ouverts à l'aide. C'est ce qui fait la particularité de la schizophrénie et même des maladies voilà, délirantes de façon générale. Donc, ce que nous, on fait généralement, c'est qu'il faut demander s'il n'y a pas quelqu'un qui est plus proche de lui. Vous comprenez? Parce que ne pensez pas que ces patients-là sont des monstres. Ils ont souvent une certaine sensibilité. Je vous assure, même quand ils délirent, ils ont une sensibilité. Il peut y avoir quelqu'un qui, en parlant avec lui, il peut peut-être l'écouter. Moi, je connais un patient que je vous assure, je suivais, celui dont je vous ai dit qu'il a fait 3 mois en hospitalisation. Alors, un jour, quand sa tante l'appelle, sa sœur, voilà, un jour, il a refusé de prendre le téléphone, il a refusé de décrocher. Et quand il a même finalement pris, quand on l'a convaincu de prendre, il a dit, je ne veux pas parler avec toi. Parce que je me souviens qu'il y a telle année, tel jour, tu m'avais dit que si je ne prends pas mes médicaments, tu vas me mettre dehors. Tu m'avais mis dehors, tu m'avais chassé. Et je vous assure, il était en pleine crise pendant ce temps. Hein. Ne pensez pas qu'il était stable à ce moment-là. Et il s'est rappelé de ça. C'est pour vous dire que ce sont des gens qui sont assez sensibles. Et ils remarquent, quand vous les abandonnez, voilà, ils sauront plus tard si vous les avez aidés ou pas. Tout simplement pour dire que généralement, il peut avoir quelqu'un qu'il peut écouter. Il faut procéder comme ça. Mais maintenant, quand parfois, malgré tout cela, donc ça peut être quelqu'un de très proche qui a de l'influence sur lui, qui va négocier avec lui. Parce que c'est sa liberté, il est libre de venir ou pas. C'est un humain qui a aussi des droits comme vous et comme moi. Okay, mais qui est complètement coupé de la réalité, il ne sait pas qu'il y a un problème. C'est la raison pour laquelle il ne vient pas à l'hôpital. C'est la raison pour laquelle il ne veut pas venir. Dans des cas extrêmes de force majeure, quand on n'arrive pas à faire la négociation, parfois on les amène de force. Voilà, parfois on les amène de force. Mais là, ça doit être vraiment très bien encadré. Ce ne sont pas des gens il ne faut pas les frapper, il ne faut pas les insulter, il ne faut pas, voilà. C'est souvent, parfois même, on a des patients qui nous viennent parfois avec la police, ou bien, donc, vous avez vu, le parent a tellement négocié, ça n'a pas marché. Ils sont allés peut-être appeler un vigile, quelqu'un un peu plus, voilà. Dès qu'ils ont vu, ils se sont un peu calmés, ils se sont levés et ils ont obéi. Donc, il faut toujours utiliser au maximum la négociation. Voilà, c'est important. Mais je pense qu'on peut trouver un moyen. Voilà, on peut trouver un moyen de les amener à l'hôpital. Okay. Oui. Petite intervention. D'accord. D'accord, allez. Je vais rattraper le reste plus tard parce que je ne voulais pas parler avant. Je suis psychothérapeute. Psychotraumatologue. J'apprends aussi à pathologie et autres. Mais moi, la question, quand j'ai vu le thème, c'était décolonisation de la psychologie pour avoir choisi la schizophrénie. Tout à fait. Parce que je pense que de la perception globale, les troubles mentaux ont la même approche, la même perception. Parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de ne pas prendre ces signes et de les affecter à la schizophrénie. Aujourd'hui, ce retrait social peut être une dépression, peut-être un trouble bipolaire, peut-être, voilà. Tout à fait. Parce que moi, j'aurais aimé qu'on l'aborde par rapport aux troubles mentaux de manière générale. D'accord. Parce que du côté non professionnel, je pense que la perception reste la même. Avec cette même appréhension par rapport à l'environnement socioculturel de la maladie mentale, qui est très liée à une perception mystique.
Parce que c'est, on ne comprend pas l'incompréhension, mais les signes sont très, très Très impressionnants. impressionnant. Et ce qui fait que c'est ça, dans la prise en charge, vous avez beaucoup insisté sur l'approche globale, la prise en charge globale, mais aussi sur l'approche familiale, la prise en charge familiale. Parce que c'est autant le malade que l'environnement qui a les mêmes problèmes Tout à fait. et qui est en souffrance Tout à fait. et qui ne sait pas tout à l'heure, sur le plan médical, elle a demandé pour un médecin généraliste quoi faire de prime abord, mais aussi pour la famille, pour les proches, pour les amis, quoi faire quand on sent ce dysfonctionnement-là chez la personne. Donc, la santé mentale, de manière générale, a une certaine perception. Et aujourd'hui, d'économiser la psychologie, c'est voir comment travailler par rapport à nos valeurs socioculturelles, à déstigmatiser un tout petit peu ces signes-là et à pouvoir maintenant utiliser les outils de psychothérapie par rapport à notre contexte socioculturel. Tout à fait. Parce que vous êtes à Femme, quand quelqu'un est interné, quand il dit je veux aller à Singapour, on lui dit va à Singapour et Elle revient. revient. Demain, il ne peut mais veut bien prendre le traitement. Exactement. Qui te stabilise en attendant Oui. que le processus se passe. Tout à fait. Sans demander tout à l'heure, est-ce que les thérapies marchent? La psychothérapie, c'est relier directement les pensées, les ressentis et les comportements. Autant pour la personne malade, bien sûr, il y aura une différence. Vous avez parlé de la personne ne sait pas qu'elle est malade. Là, on est dans la psychose. Névrose se lève pas. Mais même dans ça, un diabétique qui n'est pas accompagné par sa famille à ne fait. va pas stabiliser ce diabète. Et c'est pareil pour toutes Tous les autres maladies chroniques. Et aujourd'hui, la santé mentale, maintenant, c'est de voir comment ce n'est plus une histoire de tout bas. C'est notre réalité. La thérapie a toujours existé en Afrique. Exactement. Il y avait des pinches, vous en Oui, avez pas. les pinches, voilà. Et, dans les villages. Mhm. En Afrique, on disait qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Maintenant, ce cadre qui n'existe plus, est remplacé par des outils. Parce que c'est ça l'évolution, c'est ça la modernisation. Aujourd'hui, on se permet de faire des opérations à cœur ouvert, on fait des trucs au laser, on n'ouvre pas. Mais pourquoi ne pas maintenant s'approprier des concepts psychologiques et les adapter par contre à nos réalités? Tout à fait. Parce que nous avons des gens qui appellent des États-Unis ou de la France. Il y a des psychologues, des psychothérapeutes, des psychiatres, l'accompagnement social, la prise en charge. Mais ils nous disent, les gens ne comprennent pas nos réalités socioculturelles. Donc, les orientations qu'ils nous donneront ne seront pas adaptées à notre quotidien. Je pense qu'il faudra peut-être que nous insistions un peu sur cette approche de la psychologie, comment l'intégrer à notre fonctionnement actuel pour ne pas que ça reste à distance. Tout à fait. C'était une petite complément. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci vraiment. When we think about decolonizing psychology, we think about it from those aspects as well. And this is why we have the mainstream curriculum here, and we also have the Travel No One coming up. We're going to be talking about all of that. Sorry, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Right. So, on va attendre en fin de journée peut-être. Ouais. En fin de journée, quand les autres participants viendront, nous aurons une conclusion globale. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Parce que l'approche traditionnelle va venir par la suite. J'avais peur que mon programme, que mon truc soit trop dense pour 30 minutes, vraiment. Il y a des personnes qui sont plus spécifiées, vraiment, pour... Tout à fait. Awareness. What we hear for, but we'll talk about it a bit more. So, il y a juste une petite question de partage et puis il faut qu'on y aille parce que Patricia, son intervention, c'est en ligne. Loudspeaker. Question? Oui.
Bonjour. La question, c'était aujourd'hui, quel est le narratif que vous avez? Justement, dans une personne vient, je vous dis que non, ce sont les djinns Tout à fait. qui vont posséder. Quand vous faites quelque chose pour essayer d'expliquer à cette personne que non, en fait, c'est une maladie, ensuite, c'est déjà difficile à prononcer. Comment, quel est le narratif en fait donné à la famille, une catégorie de vous blessés, c'est de mort, c'est de votre famille, vous êtes inquiet. Genre, quand même, en fait, les complexions, ils mettent avec vous. Ils savent pas penser à ce que vous comprenez. Dans le média. Quel narratif en fait, les agresseurs. D'accord. Oui, oui. Généralement, quand on les reçoit, on les écoute, hein. Oui, oui. Vous pensez que j'ai appris tout ça comment? C'est à travers mes patients. Vraiment, j'ai laissé, c'est parce que je n'ai pas vraiment développé l'approche, hein, les tours, les rampes, les DUP. Il y a des gens avec qui j'ai parlé de ça, vous comprenez? Mais l'attitude qu'on adopte souvent, c'est que, voilà, on respecte chacun dans sa culture, OK? On comprend, voilà, la signification, la représentation qu'ils ont de la maladie. Voilà, on accepte cela, mais on leur demande de continuer de prendre le traitement quand même. OK, on n'est pas, voilà, on ne peut pas leur dire non, les djinns que ce sont des histoires ou bien, voilà. Mais nous aussi, on ne peut pas leur proposer ce traitement-là. On ne peut pas leur dire, il faut aller, vous n'allez jamais voir je vais mettre un bulletin de consultation, je vais dire, il faut aller voir, je sais pas, voilà, telle série ou bien pour son traitement. Non, 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 non. Moi, j'utilise les outils que je connais. Je connais ma médecine, je connais ce que je fais. Voilà. Mais maintenant, si tu veux aller voir le marabout, il n'y a pas de souci. Mais quand tu reviens, n'oublie pas de prendre mes traitements. Et voilà. Et généralement aussi, il y a aussi des choses qu'on demande souvent. On veut quand même vérifier. Parfois, quand ils prennent certains médicaments, des concoctions aussi, on se rassure quand même qu'il n'y a pas une interaction avec nos médicaments. C'est aussi souvent le problème qu'on a avec eux. Voilà. Quand ils prennent des trucs qu'ils consomment, on ne sait pas. Mais on le dit généralement que nous, on préfère que pendant que vous prenez nos médicaments, voilà, c'est mieux d'abord de cesser d'abord de prendre tout ce que vous consommez là, parce qu'il y a des interactions médicamenteuses qui peuvent créer des problèmes. Mais on respecte chacun dans sa culture, dans sa tradition, et on essaie de comprendre les patients tels qu'ils se livrent à nous. Voilà.